Bien, nous sommes dans la dernière ligne droite. Alors, quelle ligne droite? L'heure est venue d'écouter les interventions successives de Philippe Mutrici et de Laurence de Villers. Alors, Philippe Mutrici, je l'ai présenté tout à l'heure quand j'ai battu le rappel. Il est directeur de l'évaluation des études et de la prospective chez BPI-France. Il va aborder pour nous une thématique, celle, comme je disais tout à l'heure, toujours du coup d'après, celle qui peut-être va ringardiser les géants de l'Internet. Et ouais. Philippe Mutrici, votre thème d'intervention est le suivant, donc IA et blockchain, 2 points, vers une ubérisation des GAFA, point d'interrogation. Vous avez 20 minutes pour nous préparer à l'après-Google, Amazon, Facebook et consorts. Et ensuite, on se gardera peut-être un petit moment pour quelques questions. Alors, pas énormément de questions, mais quelques questions. Ça en soulèvera, votre intervention va en soulever sans doute. Je vous invite à me rejoindre sur scène. Philippe Mutrici, sous vos applaudissements, merci. Alors la règle est claire, donc vous l'avez, 20 minutes, vous faites 20 minutes, et puis ensuite on échangera peut-être un peu tous les deux, et puis avec la salle aussi, ok? Merci beaucoup, merci. Merci à vous d'être restés. Et puis donc ce que je vais vous proposer là ce soir, c'est soit un conte de fées, soit une belle histoire. Dans la métaphore sportive, ça peut être un match retour, que évidemment l'Europe va pouvoir gagner face aux États-Unis. Donc à vous de choisir ce qui vous plaît le plus, mais enfin en tout cas on est sur un message d'optimisme. Donc, je m'appelle Philippe Mutrici, je suis directeur des études de BPI-France. J'ai 3 activités. Le matin, je fais de la documentation, les abonnements de BPI-France, gestion classique. Le midi, je fais de la macroéconomie, du risque pays, de l'évaluation dispositif de BPI-France avec toute une équipe, évidemment. Et le soir, je fais du lab, donc un think tank qui s'appelle BPI-France Le Lab, qui publie des petits livres jaunes comme celui-ci. Donc celui-ci s'appelle « Le numérique déroutant, acte 2, vers l'ubérisation des GAFA, point d'interrogation ». Je n'ai pas été très original pour le titre de la conférence. J'ai repris le titre du livre. Il est d'ailleurs encore disponible sur le stand de BPI France. Je suis venu avec la délégation régionale de BPI France. Donc il y a quelques exemplaires qui sont sur le stand. Et si par malheur, il n'y en avait pas assez pour vous tous, il est disponible également sur le site bpifrance-lelab.fr. Alors qu'est-ce que c'est que cette belle histoire ? La belle histoire, elle part de la révolution numérique que l'on est en train de vivre depuis plus de 20 ans, et on a l'impression que le match est fini. Donc je vais me mettre plutôt dans la métaphore sportive, si vous voulez bien. Le match, c'est les GAFA américains ou chinois qui ont raflé la mise. Ils sont arrivés les premiers, ils ont pris la totalité des marchés, ils bénéficient de lois, de réseaux, de puissance capitalistique phénoménale. Ils achètent n'importe quelle start-up, n'importe quel groupe quand ils le souhaitent. Et on a l'impression que nous, Européens, nous, Français, on est un peu à la recherche d'une petite place, d'une niche dans cet univers, encore une fois, entièrement dominé par ces géants. Et en fait, non. On n'est pas à la fin de l'histoire. On est au milieu de la révolution numérique. Donc il y a eu une première phase, qui est l'ubérisation de l'économie. Et là, il y a une deuxième phase qui va s'ouvrir. Donc cette deuxième phase, c'est une combinaison d'intelligence artificielle et de blockchain. En réalité, on peut mettre autour quelques objets connectés, des nouveaux dispositifs de circulation d'informations, un peu de 5G, un peu de cloud, de edge computing, etc. Enfin, tout ce que vous voulez. On ne va pas rentrer trop dans les technologies, ce n'est pas le but de la conférence. Mais cette combinaison donc, des 2 technologies principales, intelligence artificielle et blockchain, permet de rebattre complètement les cartes dans le terrain de jeu numérique. Le troisième message, c'est que l'ubérisation d'Uber, puisque c'est de ça dont on va parler, ce n'est pas une utopie pour dans 10 ans, c'est maintenant. Ça a même déjà commencé il y a 3 ans. Je donnerai un certain nombre d'exemples. Et enfin, dernier message, peut-être le plus optimiste parmi tous ces messages, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'être un champion du numérique, d'être un géant pour remporter la prochaine bataille. Je dirais même qu'au contraire, les géants sont plutôt défavorisés d'un certain point de vue pour bien se positionner sur cette nouvelle combinaison de technologies qui va révolutionner énormément de business models. Donc d'où on part? On part de cette situation qui est quand même assez incroyable. Ce graphique est extrait d'un observatoire de l'ubérisation de l'économie qui est disponible sur Internet. Et vous voyez que l'ubérisation de l'économie, c'est pas simplement quelques secteurs comme l'hôtellerie, le tourisme,
la restauration, etc., c'est l'ensemble de l'économie qui se fait ubériser. Donc c'est là où on avait le sentiment que le match était un peu fini, parce que dans chacun de ces secteurs, vous avez des géants qui dominent le marché. Donc ça, c'est la situation de départ. Toujours dans la description de la situation de départ, voici fonctionne à peu près le schéma d'ubérisation d'économie. À gauche, vous avez la chaîne de valeur traditionnelle, qui est une chaîne qui part d'un producteur et qui va vers un consommateur, avec un certain nombre d'intermédiaires. Et à droite, vous avez une rupture numérique, qui est en général la création d'une plateforme, exemple Booking.com. Et cette plateforme, en fait, vient supprimer un certain nombre d'intermédiaires et mettre en relation directe producteur et consommateur. Donc ça, c'est l'ubérisation classique de l'économie. Sauf qu'à ce stade, on peut déjà remarquer qu'il y a disparition d'intermédiaires, mais il en reste un quand même. C'est la fameuse plateforme. Et que cette plateforme a la tendance, une fois acquise un certain trafic, une certaine audience auprès des clients, à prélever des commissions importantes sur les transactions. En général, si on prend Uber, c'est 25%. Les principales plateformes de réservation, d'hôtellerie, de restaurants, c'est environ 20% de la transaction qui part sur la plateforme. Donc en fait, vous entendez souvent parler de désintermédiation de l'économie, mais non, il reste quand même un intermédiaire, il est simplement numérique alors qu'auparavant il était physique. Ces plateformes aujourd'hui, ce que je vous disais en introduction, ce sont des géants avec des revenus mirobolants qui s'envolent, des cours de bourse qui dépassent toute commune mesure. On est sur des rapports de 1 à 10 par rapport à l'économie industrielle traditionnelle. Vous prenez une grosse industrie, vous prenez un Total, vous prenez un Peugeot, vous prenez Renault, vous êtes sur quelques dizaines de milliards d'euros de capitalisation boursière. Eux, ils sont sur des centaines de milliards. Donc on est vraiment dans un rapport de 1 à 10. Ils disposent de réserves de cash phénoménales. Pourquoi ils en sont là? Et pourquoi il y a une photo d'Étretat? La photo d'Étretat, c'est simplement pour reprendre l'exemple du tourisme avec l'ubérisation traditionnelle. Donc, j'ai un hôtel à Étretat, il a vue sur la mer. Dans l'ancien monde, je pouvais vendre mes chambres plus cher qu'un hôtel qui n'avait pas vue sur la mer, qui n'avait pas vue sur les falaises en l'occurrence. Ce que fait l'économie numérique, et notamment l'ubérisation, les ubérisateurs, c'est de rebattre complètement l'écart de la concurrence. Et l'hôtel qui n'a pas vue sur la mer, il a peut-être un service extraordinaire. Les chambres sont mieux décorées, la restauration est de meilleure qualité, etc. Et donc, du coup, il va passer sur les plateformes de réservation devant l'hôtel qui est vu sur la mer. Ça, c'est une petite parenthèse, pourquoi il y a la photo d'Étretat. Après, il y a un certain nombre de mots-clés qui expliquent l'ubérisation. L'ubérisation, comme vous le savez, on les appelle aussi les nouveaux barbares. Le livre de référence, c'est L'âge de la multitude, donc d'Henri Verdier et de Nicolas Colin. Il date de 2012 quand même, hein, donc c'est deux Français qui avaient bien anticipé toutes ces lois de la nouvelle économie. La loi de Metcalfe, c'est la loi des réseaux, qui fait que la force d'un réseau est égale au carré du nombre de ses membres. Donc si on est ici 50 ou 100, on a un petit réseau. Si on est 1 milliard, la force de notre réseau, ça va être 1 milliard au carré. Donc c'est cette loi de Metcalfe qui fait que ces géants numériques sont sur des positions qu'on pourrait considérer inattaquables. Et donc finalement, à ce stade du film, on pouvait se dire, ou à ce stade de la compétition sportive, disrupter ou être disrupté, telle est la question. Grosso modo, je suis chef d'entreprise aujourd'hui, mon choix, c'est soit d'attendre qu'un ubérisateur arrive et puis de me protéger du mieux que possible, sachant qu'il est très très difficile de se protéger des ubérisateurs, soit de m'ubériser moi-même, ce qui suppose de revoir complètement le business model, mes façons de travailler, etc. Les rendements croissants, je vais peut-être passer un petit peu vite sur le slide précédent, mais c'est ce qui explique les capitalisations boursières extraordinaires que j'ai mentionnées juste il y a 2 minutes. Ces rendements croissants, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Si on prend l'exemple de Google, le coût d'acquisition des premiers utilisateurs du moteur de recherche est très élevé, puisqu'il faut dépenser énormément de dépenses de marketing et de publicité pour faire connaître le moteur de recherche. En revanche, quand j'ai déjà 1 milliard d'utilisateurs, l'utilisateur supplémentaire ne me coûte rien. Il va arriver tout seul, par le bouche à oreille, par l'habitude, en ouvrant son ordinateur sur lequel Google est déjà préenregistré, etc., etc. Donc le coût d'acquisition du milliardième utilisateur est nul. En revanche, il rapporte beaucoup plus de revenus publicitaires que le premier. Donc on est sur des rendements croissants qui vont expliquer les cours de bourse. Donc l'économie de la rente, pourquoi il y a ce mot-là? Parce que ce que disent les ubérisateurs, ils disent mais tout ça on le fait dans l'intérêt du consommateur. Auparavant, vous étiez
captive, de rente de situation. Les hôteliers, celui qui avait vu sur la mer, il bénéficiait d'une rente de situation, c'est pas normal, il pouvait vendre ses chambres plus chères alors que son hôtel était moins bien. Et les ubérisateurs vous disent, ben nous, on vient casser la rente. Alors l'exemple le plus connu, peut-être le plus polémique, c'est les taxis. Donc Uber qui vient dire, ou Uber, ou tous les autres concurrents d'Uber, qui disent, on vient casser le monopole des taxis. En réalité, eux-mêmes ont créé des formes de rente numérique qui sont aujourd'hui la proie possible de futurs ubérisateurs d'Uber. Tel est le propos de ce livre. Alors, pour essayer d'entrer un petit peu plus dans le raisonnement et dans l'explication du pourquoi, il faut faire un petit détour par la blockchain. Donc, je vais très rapidement, pas évidemment détailler comment fonctionne la blockchain, simplement retenir quelques notions clés. Donc ça, c'est juste pour illustrer qu'il y a un bloc, donc il y a même des chaînes de blocs, et que quand on veut l'expliquer de façon la plus simple, on va chercher dans la théorie des jeux en économie, ou des problèmes de dilemme de généraux byzantins, etc., etc. Tout ça est un peu compliqué. Moi, je vous propose quelque chose de beaucoup plus simple pour la blockchain. C'est un problème de jardinage. C'est un problème que j'ai inventé. Donc, ce n'est pas du tout dans les livres, vous le trouverez nulle part ailleurs. Donc, vous imaginez, on est 20 propriétaires dans une banlieue pavillonnaire. Nos pavillons sont comme aux États-Unis, réunis en forme de cercle. Et à l'intérieur du cercle, vous avez un jardin privé qui n'est pas accessible depuis la rue extérieure puisque vous avez un cercle fermé. Et ce jardin privé, il est réservé aux propriétaires des pavillons. Il faut l'entretenir. Et donc là, on a fait une règle qui est que dans les 20 propriétaires à tour de rôle, chaque mois, c'est un propriétaire qui va entretenir le jardin. Avant la blockchain, pour gérer ce type de situation, on avait le registre, le carnet. Et dans le carnet, il fallait inscrire propriétaire 1, propriétaire 2, janvier, février, mars, etc. Avec tous les défauts que vous pouvez imaginer. Parce que ce carnet, il peut être détruit, il peut être brûlé, on peut le perdre. Si c'est moi qui l'utilise, je ne serais peut-être pas très honnête, je vais peut-être sauter mon tour de jardinage parce que je n'ai pas envie de le faire. Je peux me tromper aussi, tout simplement. J'ai mis Dupont à la place de Durand sur le mois de février. Ça génère des contentieux, il faut faire des photocopies, il faut faire des assemblées générales. Donc ça, c'est la situation avant blockchain. Avec la blockchain, elle n'a pas été inventée pour mon problème de jardinage, évidemment, mais en fait, vous faites disparaître mon petit carnet d'entretien du jardin et vous le faites descendre dans un système de programme informatique. Et ce programme informatique, les 20 utilisateurs, on est tous connectés à ce programme et c'est lui qui va gérer les tours de jardinage et il présente un certain nombre de caractéristiques que je vais développer juste après, et notamment le fait qu'il est infalsifiable, il est partagé en temps réel, on ne peut pas le réécrire. Et donc, il n'y a plus de crainte de perte ni de tours de jardinage qui ne sont pas faits. La blockchain, c'est un registre dans lequel on va tracer des transactions, des titres de propriété, tout ce qu'on veut à la limite, et la sécurité et le fonctionnement de ce registre descend dans les ordinateurs qu'on va utiliser pour la faire fonctionner. Alors, il peut y avoir 10 ordinateurs, 20, on va parler de blockchain privée. Il peut y avoir des milliers ou des dizaines de milliers d'ordinateurs, et on va parler de blockchain publique. Alors cette blockchain, ça c'est la façon non jardinesque de la montrer, la façon la plus classique. Donc vous avez, que je vais vous épargner. Donc là on retrouve les blocs, le hachage, la crypto, la façon dont les blocs s'enchaînent les uns dans les autres. Mais c'est ça qui m'intéresse. C'est que les 3 qualités intrinsèques de la blockchain, avant ordinateur quantique, je précise, le jour où l'ordinateur quantique fonctionnera, il faudra revoir cette slide, mais on a encore un petit peu de temps devant nous. Donc ces 3 qualités principales sont la transparence, la disponibilité des données pour tous, 24 heures sur 24, le caractère infalsifiable des informations inscrites dans ce grand registre, et puis l'irrévocabilité des transactions. C'est peut-être ça le plus important. Non seulement on ne peut pas les falsifier, mais on ne peut pas non plus les remettre en cause. Ce qui est écrit dans la blockchain, ce qui a été les transactions qui sont inscrites dans la blockchain, on ne peut pas revenir dessus. Du coup, il n'y a pas de retour possible. Différence par rapport à une banque centrale, en termes de monnaie, une banque privée. La banque, elle peut revenir, elle peut faire faillite. Un grand gestionnaire de serveurs informatiques peut avoir un gros plantage de son serveur, toutes les données disparaissent. Il peut aussi revendre vos données sans votre accord. Enfin, il y a 1001 cas possibles dans l'économie où en fait on se rend compte que quand il y a une autorité centrale, qu'elle soit privée ou qu'elle soit publique, il faut lui faire confiance.
Dans la blockchain, on n'a pas ce problème-là. La confiance, elle est directement intégrée dans le système. Du coup, pour ça, petite parenthèse, vous avez les blockchains centralisées, qui ne sont pas des blockchains, puisqu'elles sont centralisées. Vous avez des blockchains qu'on appelle décentralisées. Le mieux, c'est de parler de confiance distribuée. Donc, vous voyez bien en anglais, on parle de registres distribués. En fait, ce qu'on appelle la blockchain privée, ce sont des petits groupes qui partagent une blockchain avec des règles de vote ou une forme de régulation entre eux pour se mettre d'accord sur les décisions qui sont prises. Et vous avez, à l'opposé, la blockchain publique, façon Bitcoin, par exemple, qui est l'une des plus connues, dans laquelle il n'y a pas de système de vote, il y a des systèmes de code, de blocs d'informations qui vont s'enchaîner les uns aux autres, avec des algorithmes mathématiques qui vont assurer la vérification du bon enchaînement des blocs, et l'impossibilité de revenir en arrière, parce que si vous revenez en arrière, vous remettez en cause les calculs mathématiques et vous n'arrivez pas à reproduire les mêmes résultats. Donc ça, c'est la blockchain publique. Et entre les deux, entre privé et public, on a ce qu'on appelle la blockchain de consortium, qui est probablement celle qui est en train de se développer le plus aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est presque de la blockchain publique, mais tous les acteurs se connaissent et se font confiance. Ce n'est pas du tout de la science-fiction. Je pense que dans la salle, vous connaissez bien les sujets. J'ai sorti une slide ici. Vous pouvez en trouver 50 équivalentes sur Internet. Le nombre d'entreprises aujourd'hui en start-up ou en grande entreprise qui travaillent sur la blockchain est phénoménal. Même la Banque de France. Vous entendrez peut-être parfois les bitcoins, les crypto-monnaies, les banques publiques, les banques centrales n'en veulent pas. Attention, de quoi on parle? Elles ne veulent pas du bitcoin, peut-être, mais en tout cas des systèmes de blockchain qui sont associés ou qui sont issus depuis que le bitcoin existe, elles en veulent tous. Donc la banque, la nôtre, la Banque de France, a mis en place avec les établissements bancaires français un système de blockchain pour les virements SEPA. Donc de 48 heures, on est passé à quelques minutes pour effectuer ces virements. Vous imaginez les gains de productivité dans les back-office bancaires. C'est le point le plus important de la blockchain. C'est que dans la blockchain, vous pouvez mettre ce qu'on appelle des smart contracts. Smart contract, contrat intelligent. Vous parlez à un avocat, il va vous dire c'est pas un contrat, c'est pas intelligent. L'avocat aura raison. Pourquoi on appelle des smart contracts? Parce qu'on est sur des contrats d'exécution automatique dans lesquels, en fonction d'un certain nombre de conditions, le contrat va s'exécuter. Exemple, je réserve un hôtel aux Canaries. Dans mon smart contract avec l'hôtelier, je vais dire s'il n'y a pas vue sur la mer, j'aurai droit à une remise de 10%. Si la chambre fait moins de 40 mètres carrés, j'aurai droit à une deuxième remise de 10%. On écrit ça dans un contrat juridique. Et ensuite, ce contrat juridique, on le met dans une blockchain avec une exécution automatique. Ça devient un smart contract. J'arrive aux Canaries, les conditions sont respectées, il n'y a pas de ristourne. Et si jamais les conditions ne sont pas respectées, la ristourne s'applique de façon automatique. On n'a pas besoin de renégocier avec l'hôtelier sur place. Le paiement que j'ai fait à l'hôtelier, si je l'ai payé d'avance, est suspendu dans la blockchain. Et l'hôtelier ne sera payé que du montant de la chambre moins les ristournes s'il n'a pas respecté sa parole. On est sur une exécution automatique de contrat. Donc c'est extrêmement intéressant parce que moi j'ai pris l'exemple de l'hôtellerie, on peut prendre l'exemple dans la logistique, on peut prendre l'exemple dans la sous-traitance industrielle, on peut, dans la grande distribution, dans tous les cas où vous avez des engagements économiques, de livraison, de qualité, de quantité, de délai, etc. Vous pouvez attacher à vos fournisseurs, vos clients, des smart contracts pour simplifier la gestion des flux économiques. Donc la blockchain appliquée à l'économie, c'est un formidable réducteur d'incertitude. C'est un réducteur, non pas de contentieux au sens où les avocats vont vous dire on aura toujours besoin d'un avocat si ça se passe mal. Et évidemment, il y aura toujours du contentieux. Mais sur le petit contentieux, savoir si la machine-outil est bien arrivée à l'heure dans l'usine au bon endroit, franchement, ce n'est pas la peine de payer des avocats pour ça. Ce n'est pas la peine non plus de se disputer avec son fournisseur, puisque dans la blockchain, si vous rajoutez un petit GPS à la machine qui doit vous être livrée, la puce GPS, au moment où la machine rentre dans votre usine, elle indique qu'elle est arrivée, ça rend exécutoire le smart contract qui est attaché. Donc on a avec le smart contract un élément puissant de modification des chaînes de responsabilité, des chaînes de valeur dans les industries et dans l'économie en général. Alors maintenant, quel est le lien avec l'IA? Donc petit parcours par l'IA, qui sera plus rapide que la blockchain, parce que je pense que l'IA, depuis ce matin,
vous en avez quand même vu pas mal, sans oublier que vous êtes probablement chacun plus ou moins spécialiste du sujet. Alors, l'IA, évidemment, ça peut-être qu'on vous l'a déjà montré depuis ce matin, irruption dans la scène médiatique, 97, le pauvre Kasparov qui perd face à Deep Blue. Ceux qui aiment bien les échecs comme moi savent que Kasparov a un jeu particulièrement imprévisible, donc c'est quand même une victoire qui a du sens. Le Deep Blue n'a pas gagné face à un joueur prévisible. Deep Blue va vraiment gagner face à un joueur très original. Je ne rentrerai pas non plus dans toutes les différentes IA, je pense que vous en avez eu depuis ce matin. Je me permettrai quand même d'insister sur 3 limites qui sont importantes pour la suite. Vous savez que la base de l'intelligence artificielle, c'est l'apprentissage par renforcement, l'apprentissage par on montre des milliers de photos de chats à un ordinateur qui finit par reconnaître le chat. En revanche, je voulais montrer un chien, il ne sait pas ce que c'est. Et c'est juste dire c'est pas un chat. C'est quand même une limite fondamentale. Vous prenez n'importe quel enfant de 3 ans, vous n'avez pas besoin de lui montrer 1 million de photos de chats pour qu'il sache ce que c'est qu'un chat. Il va très rapidement, de lui-même, par un système cognitif beaucoup plus élaboré que l'ordinateur, trouver la bonne référence pour savoir si c'est un chat. Et si vous lui montrez un chien après, à peu près dans les mêmes délais, il saura savoir le chien, le chat, les différences, même sans vous avoir appris à l'école comment on fait pour, en sciences naturelles, distinguer les chats et les chiens, lui saura le faire. L'ordinateur, il ne sait pas faire ça. Donc on est quand même sur une limite fondamentale. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. La deuxième limite, c'est la marge d'erreur fatale. Il reste toujours une marge d'erreur dans l'intelligence artificielle pour reconnaître le feu rouge qui fait que la voiture elle va passer au feu rouge alors qu'elle n'aurait pas dû passer au feu rouge. Vous allez me dire, l'homme aussi peut se tromper. Oui, c'est vrai. Sauf que si le cerveau détecte le feu rouge, la réaction, le réflexe est immédiat. Le problème de l'intelligence artificielle, c'est qu'il y a encore des zones d'ombre dans l'apprentissage qui fait qu'elle pourrait ne pas détecter le feu rouge. Ça, juridiquement, c'est terrible pour les constructeurs parce qu'il y a des responsabilités derrière qui sont phénoménales. Ce n'est pas une limite indépassable, on est d'accord. Mais en tout cas, c'est encore une limite qui existe aujourd'hui. Et puis, vous avez la gestion des exceptions, qui est peut-être la plus cruelle pour l'intelligence artificielle. Vous avez appris à votre voiture autonome à s'arrêter au feu rouge, et là, manque de chance, il y a un accident, il y a un policier qui dit « passez ». Vous êtes humain, vous franchissez le feu rouge, vous savez que vous avez le droit. L'intelligence artificielle, il va falloir lui apprendre la gestion des exceptions. Et donc, pour chaque exception, il va falloir lui apprendre à gérer les exceptions, ce qui, en termes de temps d'apprentissage, de puissance de calcul et de tout ce que vous pouvez imaginer derrière, est évidemment très coûteux et très long. Les constructeurs ont trouvé la parade. Dans ces cas-là, la plupart des constructeurs rendent la conduite de la voiture à l'humain qui est à l'intérieur, si encore un volant et des pédales, ou à un centre de contrôle de voiture à distance quand il n'y a plus de voiture, quand il n'y a plus de pédales dans la voiture. Mais bon, 3 limites quand même qui sont importantes à avoir en tête pour la suite. Parce que c'est ça la suite. On n'est pas du tout dans un système où, de mon point de vue, ou du point de vue de BPI France, on va vers la guerre homme-machine. Je suis prudent par rapport à l'oratrice qui va me succéder. Peut-être qu'elle va me démentir, mais en tout cas, moi, ma vision des choses, c'est qu'il n'y a pas d'affrontement, de Terminator à brève échéance. Même à moyenne échéance, le directeur de l'INRIA dit à l'horizon d'une vie humaine, pas de Terminator. Il y a d'autres grands scientifiques qui ont écrit le contraire, on est d'accord. Enfin, nous, notre vision, c'est qu'on est plutôt vers une alliance homme-machine plutôt que vers une opposition homme-machine. Et donc, du coup, voilà comment l'IA va pouvoir impacter notre vie à brève échéance et, en relation avec la blockchain, créer des business models extrêmement puissants. Il y a évidemment beaucoup de cas d'usage de l'intelligence artificielle. Je simplifie mon propos. Et dans le bouquin, on a retenu 3 grands cas d'usage qui couvrent, grosso modo, l'essentiel, 80% de nos vies. C'est la voiture, le domicile et le travail. On va commencer par le domicile. Donc l'IA à l'intérieur du domicile, il peut prendre différentes formes. Ça peut être Alexa, ça peut être votre téléphone, éventuellement s'il est suffisamment puissant. C'est souvent aussi des petits robots comme celui-ci qui s'appelle Buddy. Vous le trouvez au CES de Las Vegas, c'est une start-up française. Il coûte à peu près 800 €. Il est doté d'une IA. Donc ça veut dire qu'il est capable d'apprendre. Vous lui faites faire quoi avant votre domicile? Vous lui faites gérer le chauffage, l'électricité, des volets électriques si vous en avez, une alarme si vous l'avez. L'avantage de l'IA, c'est que le premier soir, vous lui dites « Buddy, je vais me coucher », vous lui faites la liste des tâches. Au bout d'un certain temps, il saura que quand vous allez vous coucher, il a toujours les mêmes tâches à exécuter. Donc ça vous simplifie la vie quand même.
Donc ça, c'est Buddy. Mais Buddy, il est capable aussi de me chercher mon hôtel aux Canaries, celui dont je parlais tout à l'heure. Il va assez rapidement connaître mes préférences. Donc du coup, Buddy, à la limite, il n'a pas besoin de passer par les moteurs de recherche, ni par les plateformes de réservation. Suivez mon regard. Il est doté d'une puissance de calcul qui lui permet de screener les 2 millions d'hôtels dans le monde à toute vitesse. Aux Canaries, il n'y a pas 2 millions d'hôtels, donc il va encore plus vite. Donc Buddy, l'intelligence artificielle à domicile, déjà, c'est un facteur où l'IA commence à poser les prémices d'une remise en cause des GAFA. Pas besoin de passer par les GAFA pour aller chercher un hôtel quand on a Buddy à la maison. Deuxième champ d'action, je serai probablement plus rapide, c'est l'univers professionnel. Donc là, on va vers des assistants très perfectionnés, très technologiques, qui nous permettent de simplifier notre vie au travail, avec une interaction vocale pour l'essentiel. Donc on n'aura plus besoin de taper les mails, on va les dicter, on ne va pas les lire, on va les écouter. Du coup, on peut les écouter dans la voiture, on peut les écouter dans le métro, on peut les écouter un peu tout le temps. Et ces assistants donc, seront assez rapidement capables de faire de liens entre différents univers professionnels. On doit déjeuner ensemble demain, on doit se retrouver à Bordeaux dans tel restaurant, puis finalement j'ai un imprévu dans mon agenda, ou je suis en retard, mon TGV n'arrive pas. L'assistant personnel va gérer automatiquement d'appeler la personne avec qui je déjeunais, de changer le lieu de déjeuner, de me réserver un taxi à l'arrivée si j'arrive en TGV, etc., etc. Donc on est sur une intelligence artificielle dont l'objectif est de nous simplifier la vie à la maison, au travail et évidemment dans la voiture aussi. Donc les voitures autonomes dotées d'intelligence artificielle, là aussi elles ne sont pas en vente, même si vous trouverez probablement des publicités avec IA Inside, parce qu'aujourd'hui tout est IA Inside. Bon, méfions-nous quand même de la réalité de ce que cache ce petit slogan. Mais dans les voitures, en tout cas, elles sont déjà sous forme de prototype, et vous avez l'équivalent d'une Alexa, d'ailleurs c'est souvent Alexa dans les voitures, ou d'un buddy qui va vous gérer votre parcours, la conduite de la voiture, la réservation du parking, le changement de billet à l'aéroport, le changement d'hôtel si vous le souhaitez, sortir au cinéma, etc., etc. Tout ça par interaction vocale et tout ça avec des facultés d'apprentissage derrière qui font que ces intelligences artificielles seront de plus en plus performantes. Si vous regardez les dernières vidéos des GAFA, qui s'intéressent aussi à l'intelligence artificielle, évidemment, ils ne sont pas complètement absents du sujet, loin de là, ils ont compris que c'était une menace, donc ils s'y intéressent beaucoup. Il y a un des grands GAFA qui a fait un speech sur scène avec la réservation, il réservait un coiffeur avec son intelligence artificielle. Donc ça, c'est l'intelligence artificielle. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui dans notre, si je reviens au propos initial, dans notre évolution numérique? On a la situation des GAFA qui dominent l'économie, on a la blockchain, les nouveaux systèmes blockchain qui émergent, avantages et inconvénients dont j'ai déjà parlé. Et puis, on a l'intelligence artificielle qui se déploie dans tous les univers de la vie, comme je le disais tout à l'heure. À ce moment du film, il se passe une chose, c'est que le marché des cryptos s'effondre. Le Bitcoin, qui est monté jusqu'à 20 000 $, descend à 3 000. C'est une excellente opportunité. Si vous projetez 20 ans en arrière, l'éclatement de la bulle Internet est arrivé assez tard dans le cycle d'innovation et a fait que pendant 3 ans, tout le monde a pensé qu'Internet, c'était fini. Là, sur les marchés des cryptos qui sont très associés à la blockchain et à l'intelligence artificielle, la bulle, elle est éclatée en 2018. Donc, très tôt dans le cycle d'innovation. Tous les spécialistes vous disent, c'est très bien, les mauvais projets sont éliminés, il ne reste que les bons. Et on va pouvoir commencer à travailler sérieusement. Deuxième bonne nouvelle pour les Européens, c'est que les gros acteurs, les gros fonds américains de private equity se sont retirés. Ils ont dit, oh là là, c'est un peu risqué tout ça, on ferme les fonds, on retire l'argent. Ce qui nous laisse un peu d'espace pour nous, Européens, et pour éventuellement garder nos pépites en Europe, qu'elles ne soient pas rachetées trop vite. Donc, excellente opportunité. Deuxième bonne nouvelle, c'est que, je l'ai déjà dit en introduction, mais je le redis à ce moment-là, vous voyez bien que pour utiliser blockchain, intelligence artificielle et les marier ensemble, pas forcément besoin d'être une plateforme aux géants numériques. Il faut avoir des compétences en crypto, en mathématiques. Donc il faut plutôt inventer un nouveau business model plutôt que d'essayer d'attaquer les anciens business models. Le business model des GAFA, c'est je vous mets en relation, vous êtes dans un réseau social qui fait 1 milliard d'utilisateurs, donc du coup, tout le monde se like, les informations circulent vite, etc. Et quand vous voulez acheter quelque chose, prend 20% de commission sur ce que vous achetez. Le modèle de blockchain et d'intelligence artificielle ne repose pas du tout là-dessus. Donc c'est le moment d'être créatif.
Et donc, du coup, à la limite, si vous avez déjà ubérisé votre secteur, vous êtes mal parti pour la nouvelle étape. Si vous n'avez pas ubérisé votre secteur, vous êtes plutôt bien parti pour la nouvelle étape. Et enfin, je ne le vois pas sur l'écran, donc je n'arrive pas à lire ce qui est écrit sur le pavé jaune. C'est que la blockchain, la puissance de la blockchain, c'est le smart contract. Donc, je recrante ça. Je ne développe pas pour ne pas être trop long et laisser la parole à la personne qui suit. Maintenant, c'est ma dernière slide, donc en forme de conclusion. Pourquoi la blockchain et l'intelligence artificielle ont besoin l'un de l'autre? Parce qu'un smart contract, c'est quand même un peu compliqué à écrire. Je veux dire, tout le monde ne code pas, tout le monde n'est pas capable de, et moi surtout, de faire un petit programme qui va permettre de faire fonctionner un smart contract. Et donc c'est là où mon intelligence artificielle commence à être intéressante. Je reprends mon exemple de Buddy. Je lui demande de me réserver un hôtel aux Canaries. Il me propose un choix de 3 hôtels. Ça me convient parfaitement. J'en choisis un sur les 3. Et là, c'est lui qui va passer le smart contract avec l'hôtelier, dans lequel l'autre côté sera doté aussi d'une intelligence artificielle. Donc on va avoir 2 intelligences artificielles qui vont se parler à toute vitesse. Mettre au point des smart contrats, ce ne sera pas très original, ça reste des intelligences artificielles. Souvenez-vous de mon slide, ce n'est pas si futé que ça. Il ne faut pas m'inventer des chiens à la place des chats. Mais sur des contrats standards de réservation hôtelière, ce ne sera pas très difficile. Et donc, non seulement je n'aurai plus besoin des GAFA pour aller chercher l'hôtel qui me convient aux Canaries, mais la relation que je vais avoir avec l'hôtelier, elle sera directe. Dans une blockchain avec un smart contract. J'ai tout intérêt à récupérer les 20% de commission. Enfin, l'hôtelier, on va se les partager en fait. Ça va dépendre des hôtels. Il y en a qui vont essayer de garder 18%, 2% aux consommateurs, d'autres qui vont faire l'inverse, qui vont rendre le maximum de la commission aux consommateurs pour être attractif au niveau de prix. En tout cas, on n'a plus intérêt du tout à passer par les GAFA. Et ce qui est valable pour l'hôtellerie, c'est valable pour la restauration, c'est valable pour la grande distribution, c'est valable pour l'industrie, c'est valable partout. Et donc, du coup, cette slide, c'est quoi? Eh bien, c'est des exemples de sociétés qui fonctionnent déjà comme ça. Ce que je vous raconte, ce n'est pas un conte de fées pendant 10 ans. Je vous ai dit que c'était un match retour, et le match retour, il a déjà commencé. Alors, vous avez les ubérisateurs d'Uber historiques, qui existent déjà depuis 2016. C'est Zouz qui ubérise Blablacar en Israël, et c'est Arcade City qui ubérise Uber aux États-Unis. Si vous allez sur Internet, vous allez les trouver. Vous allez probablement voir que c'est encore des startups un peu bizarres, l'offre de clients n'est pas très claire. Oui, vous avez raison. Mais ça existe. Google n'est pas le premier moteur de recherche. Les GAFA d'aujourd'hui, ce n'est pas les géants qui sont nés en 90. Donc ce n'est pas forcément ces premiers-là, ce n'est pas parce que ceux-là vous paraîtront peut-être pas très performants, pardon pour eux, s'ils sont dans la salle ou s'ils nous voient un jour. Ils sont au début, c'est l'initiation d'un nouveau modèle. Donc évidemment, ça va prendre un petit peu de temps, et peut-être que ce sera une des sociétés qui imitera ces nouveaux modèles qui percera. Donc à gauche, les historiques, à droite, en vert, les Français. Donc ça existe aussi. BTU Protocol, c'est le système de réservation d'hôtels par blockchain que je viens de vous décrire. Donc ce n'est pas un cas que j'ai complètement inventé. BTU Protocol fait de la publicité aujourd'hui sur les radios, certaines. Quand même une petite start-up, donc pas les moyens de passer aux 20h de TF1 tous les soirs, mais passe aussi à la télé, vous la trouvez sur BFM. Régulièrement, vous avez des spots pour BTU Protocol. La promesse de valeur de BTU Protocol, c'est quoi? C'est de dire, arrêtez de laisser vos données chez des géants américains qui ne les respectent pas, qui les remonétisent derrière, qui éventuellement se font hacker leur système. Vous avez vu un certain nombre de scandales chez tous les grands opérateurs qui gèrent les données aux États-Unis. Il y a eu des cracks ces 2 dernières années. Donc ces données, non seulement sont aux États-Unis, mais en plus sont fragiles, elles sont mal protégées. Premier point faible du GAFA. Deuxième point faible, les 20% de commission dont j'ai déjà parlé. BTU Protocol, blockchain, les données vous appartiennent. Elles sont dans un système de sécurité inviolable. Je ne refais pas les caractéristiques de la blockchain, je les ai déjà développées. Et en plus, vous passez des smart contrats avec l'hôtelier. Et, cerise sur le gâteau, dans le cas de BTU Protocol, vous touchez des jetons, des tokens. Parce qu'il y a une ICO derrière. Je ne parlerai pas des ICO ce soir. Mais donc, c'est des modèles compatibles ICO, ce qui présente plein d'avantages, soit en termes de financement pour la société qui porte le projet, soit pour nous, utilisateurs futurs, parce que si on a des jetons quand on utilise ce système-là, ces jetons, ils ont une valeur, ils sont cotés. C'est quand même, quand je réserve sur Booking ou sur Uber, ma réservation, elle n'a pas de valeur. Là, quand j'utilise ces systèmes-là, je reçois des jetons en échange qui ont de la valeur, soit monétaire, soit de la valeur d'usage futur pour d'autres réservations, pour d'autres clients.
Talao, je serai moins long. Talao, c'est une blockchain pour les freelances dans le monde de l'industrie. Ça concurrence des plateformes dont les modèles fonctionnent à l'ancienne, comme je viens de vous dire, avec les 20% de commission, pas de propriété des données. Talao, le freelancer reste propriétaire de ces données, il va les déposer dans la blockchain, elles sont certifiées une fois pour toutes. Si il n'y a pas de faillite possible, je veux dire, c'est déposé dans la blockchain Talao, c'est déposé dans la blockchain Talao, ça ne bougera plus. Dans les plateformes concurrentes, notamment Upwork, si Upwork fait faillite, si le serveur d'Upwork tombe, si Upwork décide de déréférencer le freelancer, j'ai rien contre cette société qui est admirable et qui fonctionne très bien, mais le fait est que le service n'est pas du tout le même que celui offert par Talao. Donc il y a des choix nouveaux. On est sur quelque chose de quasiment orthogonal en termes de promesses de valeur. Philippe Mutrici, mon chronomètre qui mélange IA et blockchain me dit qu'il vous j'ai reste 2 terminé. minutes. Et donc NeuroChain, mais j'aurais même pas besoin des 2 minutes. NeuroChain, c'est une start-up qui mélange IA et blockchain. Donc de façon native, c'est une blockchain dans laquelle il y a de l'IA pour améliorer les smart contracts et améliorer le code progressivement. Donc en fait, l'IA a appris à faire de la blockchain. Donc c'est une start-up française aussi. Donc conclusion, si je puis dire, et pardon pour avoir été un petit peu long, l'histoire n'est pas terminée. La numérisation de l'économie, ce qu'on appelle la révolution numérique, n'est pas finie. On est juste à une étape intermédiaire. Et la prochaine étape, c'est la combinaison de la blockchain et de l'intelligence artificielle notamment, pour créer des nouveaux business models créateurs de valeur et remettre en cause la puissance des grands géants actuels que nous aimons bien par ailleurs, mais qui ont peut-être trouvé leurs limites. Merci de votre attention. Merci Philippe Mutrici. Les GAFAM sont prévenus, donc leur temps est peut-être passé déjà. Philippe Mutrici, je vous remercie. Je vous invite à rejoindre la salle. Merci encore pour cette présentation. On en sait un peu plus et sur l'IA et sur les blockchains et sur ce cocktail donc, qui va sans doute ébranler un certain nombre d'acteurs économiques qui ont émergé ces dernières années et pour qui peut-être le temps est quasiment en train de passer. Je vais maintenant inviter à me rejoindre sur scène la professeure en informatique de l'université Paris-Sorbonne. Elle est spécialiste des interactions homme-machine. Du thème de son intervention, elle a fait un livre, c'était en 2017, Des robots et des hommes. Elle dit que nous sommes entrés dans l'ère des robots sociaux, alors grâce au développement justement de l'intelligence artificielle. Alors est-ce qu'il faut s'en plaindre? Est-ce qu'il faut le craindre? Est-ce qu'il faut l'espérer? Enfin, on va voir ça avec elle. Merci d'accueillir sous vos applaudissements Laurence de Villers. Laurence, je vous abandonne le pupitre. Merci. Merci beaucoup pour cette introduction. Je vais vous parler donc des robots et des hommes. C'est le titre de mon livre. Ce que je crois que le plus intéressant, c'est le sous-titre. Enfin, il faut aussi savoir qu'on parle de robots. Mythes, fantasmes et réalité. Donc, je suis professeur à Sorbonne Université et j'ai une équipe de recherche au CNRS, au LIMSI, qui se trouve sur le plateau de Saclay. Et le département dans lequel je travaille en recherche, c'est un département de communication humain-machine. Au sein de ce département, j'ai une équipe qui travaille sur les dimensions affectives et sociales dans les interactions parlées. Ce qui veut dire parler avec son téléphone, parler avec un chatbot, un agent conversationnel, ou bien avec un robot tel Buddy, dont vous avez largement cité les faits. Alors, mon expertise, c'est avant tout l'apprentissage machine, puisqu'en 92, je passe une thèse au LIMSI, d'ailleurs, au CNRS, et ma thèse portait déjà sur l'utilisation de l'apprentissage machine avec des réseaux de neurones. Donc, ce n'est pas très nouveau. Et déjà, à l'époque, j'essaye de mettre des couches en profondeur, donc ce n'est pas du deep learning, mais ça s'approche de l'apprentissage profond. Et par contre, ce n'est pas possible parce que je n'ai pas la puissance de calcul qu'on a actuellement. Et donc moi, ce que je lançais pour faire de la reconnaissance de la parole tournait pendant des mois sur des VAX à l'époque. Donc c'est très différent de ce qu'on peut faire maintenant sur des machines qui parallélisent les calculs. Donc je crois que l'avancée principale à l'heure actuelle, c'est cela.
L'apprentissage machine, le traitement du signal, le langage, ce sont les différents sujets sur lesquels je travaille. Et puis, à partir de 2000, donc j'ai été aussi un peu dans l'industrie, d'ailleurs j'étais travaillé, enfin l'industrie, Stanford Research Institute, qui était à Paris dans les années 95. J'ai travaillé aussi sur des chatbots pour la SNCF. En 94, on avait un agent conversationnel qu'on testait sur les APM, vous voyez ces bornes là où on prend un billet de train. On testait ça, Gare Saint-Lazare, ça n'est pas perdu, avec du bruit. Jamais ça a été développé. Si maintenant la SNCF utilise IBM, bon, c'est bien, mais on avait de l'avance et on ne l'a pas utilisé. C'est un peu toujours le constat des chercheurs, c'est qu'on a de l'avance dans certains sujets et qu'il n'y a pas de prise de risque, ou il n'y a pas d'aide du gouvernement pour qu'on prenne des risques, je n'en sais rien. Mais en tout cas, nos belles réussites, comme SoftBank Robotics, par exemple, qui s'appelait avant Aldébaran Robotics, était français du temps d'Aldébaran et maintenant japonais. Et donc, ça se réduit, la recherche qu'on mène sur ces sujets, alors que c'est le premier robot humanoïde qui est vendu dans le monde entier, eh bien, il était français, maintenant il est japonais. Les applications. J'ai été toujours au plus près de la collecte des données, donc je me suis intéressée à différents types d'applications pour aller récupérer des données authentiques. En 2000, je travaille sur des centres d'appel où on a des dialogues humain-humain, dans les banques, dans tout un ensemble d'idées d'applications. Et puis, ensuite, on développe ça avec des machines. Alors, je me rappelle encore des gens qui appelaient en disant « Elle ne marche pas, cette machine !» Et la machine répétait « Je ne vous ai pas compris, veuillez répéter ». Donc là, il me semble, dans les années 2000, qu'on commence, enfin, si on est un peu dans ces sujets, on commence à s'intéresser à cette tessiture dans la voix. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter comme information qu'on peut extraire automatiquement du langage pour aller dire, bah là, la personne n'a pas l'air d'accord ou elle est en colère, et donc il faudrait en tenir compte. Donc c'est à partir de là que je commence à travailler dans les années 2000 sur les émotions, et c'est le sujet qui va être le fil rouge de cette présentation. Cela m'a amené aussi à développer des systèmes de dialogue où je prends en compte les émotions des humains et la machine s'adapte aux humains. J'ai testé des systèmes comme cela avec des robots auprès de personnes âgées, à l'hôpital Broca, par exemple, qui a un Living Lab qui s'appelle l'usage. Donc des gens tout à fait prêts à se prêter à ce jeu viennent tester des différentes technologies et on peut faire des tests intéressants avec eux. Et du coup, j'ai pu voir le fort pouvoir de manipulation de ces machines. Donc les sujets de mes recherches à l'heure actuelle sont sur la manipulation et sur l'affective computing dont je vais parler, ce qui m'a amené en fait à m'intéresser à ce qui est éthique. Qu'est-ce que l'éthique ? Comment on utilise l'éthique appliquée? Et je suis donc dans plusieurs comités d'experts d'éthique, notamment à la CERNA, qui est un comité de réflexion sur l'éthique au sein de Alisten. Alistel, le grand recoupement entre l'INRIA, le CEA, le CNRS, les grands groupes, toutes les universités et les grandes écoles. Mais je travaille aussi dans une autre instance qui est I3E, où je développe aussi des sujets de recherche sur l'éthique. I3E, c'est une société savante sur le numérique et qui s'intéresse beaucoup à l'intelligence artificielle. Et au sein de I3E, je suis en charge d'un groupe sur les normes et standards autour de ces systèmes autonomes intelligents qui pourraient nous manipuler. Donc je parle de plus en plus d'éthique. Alors qu'est-ce que l'éthique d'un point de vue philosophique? Je vous ai remis la définition de Paul Ricoeur. Ce n'est pas cette éthique-là qui m'intéresse, c'est une éthique appliquée avec l'idée de la regarder sous plusieurs axes. Premièrement, la déontologie des concepteurs et le fait qu'ils aient une responsabilité dans ce qu'ils sont en train de faire. Je m'étonne toujours, en fait, d'entendre même des chercheurs ou des concepteurs qu'eux n'ont fait que des algorithmes où ont mis des données dedans, et leur responsabilité n'est pas si impactée que ça, c'est surtout l'utilisateur ou le vendeur de ces technologies. Alors ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a une espèce d'opacité dans ces systèmes. Les grands groupes que vous avez largement critiqués avant mettent dans des librairies open source énormément de software qu'on réutilise quand on fait du machine learning et du deep learning actuellement. Tous mes étudiants maintenant utilisent des objets dans des librairies, alors que moi, quand j'ai commencé, j'ai fait des réseaux de neurones où j'ai tout codé. Donc maintenant, on ne code plus tout, on va chercher en librairie des morceaux d'algorithmes que l'on va réutiliser. À l'époque, les algorithmes que j'utilisais, c'était déjà de la propagation du gradient, c'était des algorithmes dits supervisés, avec plein de couches, il y avait des récurrences également, et on pouvait faire du convolutionnel. Yann Lequin, à l'époque, le faisait déjà sur des images, donc ce n'est pas très nouveau, en 92, en 87 même, on faisait déjà des choses comme ça. Ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que
Quand on met en open source ces librairies, on n'a pas donné la recette de cuisine qui va pour les utiliser. L'optimisation qu'on fait de ces techniques est importante. Quand je prends un papier de recherche et que je regarde, qui viennent de Chinois, de Coréens ou d'Américains sur ces sujets, j'essaie de refaire les mêmes tests. Ce n'est pas toujours évident, parce que les paramètres internes de tuning, d'optimisation ne sont pas donnés. Donc il faut faire attention, construire un modèle par apprentissage, c'est 3 grandes choses. Les données qu'on sélectionne, essayons de ne pas être discriminants dans les données qu'on met. Vous vous rappelez, pour se sécher les mains, à un moment donné, Google avait fait un système, et bien qu'on avait les mains de peau foncée, on n'est pas reconnu. On a le même genre de constat avec des systèmes qui sont racistes. Bon, je ne vais pas m'étendre sur ces erreurs que font les systèmes, mais en tout cas c'est important de regarder, donc de calibrer les données, pour qu'elles ne soient pas discriminantes ni en genre, ni en race, ni dans d'autres aspects. Ensuite, la deuxième chose, c'est l'étiquetage de ces données. L'étiquetage de ces données est encore fait par des humains. Comment c'est étiqueté, comment c'est évalué, ce n'est pas super évident. Donc ça, c'est le grand bloc des données sur lequel on s'intéresse beaucoup à la façon dont on fait. On a cette loi, enfin cette fameuse RGPD ou GDPR en anglais ou en français, qui est extrêmement intéressante et que le monde américain commence à nous envier. Donc prenez en compte que c'est vraiment extrêmement bénéfique finalement d'avoir pu porter ce genre de choses, même si, premier aspect dans l'industrie, on dit « oh là là, mais c'est plein de contraintes ». Je pense que c'est une erreur de penser ça. À court terme peut-être, à long terme, c'est un gain. Le troisième, donc le deuxième champ, c'est ces librairies qui sont en open access. Le troisième champ, c'est l'optimisation. Donc on a bien 3 types de connaissances utilisées, et en général, on n'en parle que de 2. On parle des données qui sont le pétrole, et de l'apprentissage qui est le Graal maintenant. C'est étonnant, parce que moi, quand j'ai commencé, collecter des données, c'était un peu vulgaire, donc ce n'était pas le meilleur parti de ce qu'on savait faire. Et puis, les mathématiques qui sont dans ces apprentissages machines, qui sont des statistiques ou des probabilités, ce n'était pas non plus le top en mathématiques. Donc maintenant, c'est devenu extrêmement important. Les autres parties, 2, l'émancipation des utilisateurs. Ça dépend comment vous concevez vos systèmes, comment vous les designez. Il est très important, à mon avis, de les rendre moins opaques, plus accessibles aux utilisateurs, plus intelligibles. Je n'ai pas dit qu'on explique tout, mais qu'en tout cas, on puisse les rendre plus intelligibles dans leurs capacités. Ensuite, qu'on se munisse d'outils d'évaluation autour de ces différentes dimensions, pour voir qu'elles sont respectées ou pas. Et la dernière partie qui est très importante, c'est la co-adaptation ou la coévolution humain-machine. On est en train de créer des machines qui vont s'adapter à nous, pour notre bien-être, peut-être, et nous, on va s'adapter aussi à ces machines. Et cet aspect-là est extrêmement important à regarder. On fait beaucoup de comités, il est important de commencer à faire des labos sur l'IA intelligente. Donc vous avez eu beaucoup de définitions de l'intelligence artificielle, je ne vais pas revenir dessus. Pour moi, c'est un oxymore, c'est-à-dire qu'on vous envoie un mot qui est lié au vivant et un mot qui est lié à l'artifice. Donc du coup, il y a une espèce d'ambiguïté, c'est aussi ça qui génère un peu d'anxiété, de la même façon qu'on va dire un robot émotionnel. Un robot, c'est une machine, l'émotion, c'est humain. Donc l'idée de l'IA forte, dont on entend parler un peu partout, c'est quoi? C'est une IA qu'on voit dans la science-fiction. C'est l'IA consciente qui est capable de prendre des décisions par elle-même, c'est Her. Mais on n'est pas si loin que ça de Her. Je vais vous montrer des petits films qui, en tout cas, sont impactants dans l'idée de ce qu'on pourrait faire avec ces machines affectives et qui dialoguent avec nous. Her est extrêmement intéressant au moment où le personnage, l'acteur, se rend compte qu'il est amoureux d'une voix, certes, mais la voix, elle, de Scarlett Johansson, est amoureuse de milliers de personnes. Donc là, il y a une espèce de dissymétrie entre finalement l'amour qui porte à, ou en tout cas l'espèce d'affection qui porte à cette machine et ce qu'est la machine. Et en toute innocence, la machine, moi je suis en lien avec des milliers de personnes. Dans Real Human, c'est intéressant de voir des robots auprès de personnes âgées, auprès d'enfants, dans des situations de la vie. Bon, par contre, c'est toujours le mythe de Frankenstein, c'est-à-dire que les robots vont se rebeller contre l'humain. En dessous, on a 2 cas de films en robotique où, là, les robots sont très conscients, c'est l'intelligence forte, et ils vont même donner des conseils aux humains. Donc attention à cette transposition de la science-fiction à ce qu'on fait vraiment. Il y a des limites à comprendre. La première vague, en tout cas, de l'IA, ce sont des systèmes experts, c'est-à-dire qu'on fait des machines où l'humain met la connaissance dedans, donc c'est assez explicite, on peut enchaîner des règles. La deuxième vague, c'est de l'apprentissage statistique, donc on ne sait plus mettre des règles pour distinguer du chien du
du lion, je vais prendre par exemple, mais on prend des ensembles de données de chats et de lions, et puis on donne ça à la machine, en ayant étiqueté bien sûr chaque image chat ou lion, et c'est la machine qui va trouver la fonction de transfert pour passer du signal à l'étiquette sémantique. Mais elle apprend sans rien comprendre, la machine, mais à rien de rien. Google a beau nous dire que la machine de Google connaît les chats, elle ne sait pas que ça griffe, elle ne sait pas que ça ronronne, elle ne sait rien du tout. Donc elle sait juste l'apparence en fait, du chat, c'est ça. Et encore, les biais dont vous parliez tout à l'heure sont effectivement importants, il faut les connaître. Si j'enlève les pixels de l'œil du chat, je mets des pixels blancs à la place, la machine, elle ne reconnaîtra pas. Il y a des tas de gens qui sont en train de parler de la cape d'invisibilité, par exemple, qui serait de pouvoir truquer sa photo un tout petit peu, là, des quelques pixels indécelables à l'œil humain, mais que la machine ne va pas reconnaître. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, on peut le voir dans les deux cas, pour hacker ou pour faire du contre-système. L'autre chose, c'est que mes lions, si je reprends les lions, eh bien, qui seront reconnus comme des lions, de temps en temps, j'ai vu ça avec des systèmes de chercheurs qui étaient développés au CEA, c'était assez amusant. Ils recherchaient sur Internet grâce à leur système automatique des lions, et on s'est retrouvé devant des savanes. Il n'y avait pas de lions, mais il y avait la savane. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'image, j'apprends aussi tout à fait le contour. D'accord? Donc ce n'est pas du tout intelligent, ça apprend tout. Par contre, ça apprend différemment de nous, et du coup, ça a une acuité qui est très différente. Donc perceptivement, on ne comprend pas les différents paramètres. La troisième grande vague que l'on voit aussi avec DARPA, parce que moi je viens du monde de la reconnaissance de la parole, où on a toujours eu l'habitude de faire des modélisations et de l'évaluation de très haut niveau avec tous les meilleurs labos au monde, eh bien DARPA s'intéresse maintenant à l'éthique, à donner plus de transparence, d'explicabilité à tous ces systèmes. Pour vous dire que tout ça n'est pas nouveau, les réseaux de neurones sont fondés sur l'utilisation de la modélisation mathématique par un automate du neurone, et ça date de 1943, McCulloch and Pitts. De la même façon, la règle de plasticité cérébrale qui est utilisée pour dire, bon ben voilà, je vais modifier les connaissances de ma machine, ça c'est aussi la règle de Hebb, date aussi de ces mêmes années. Donc c'est vraiment pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est cette capacité de calcul. Donc ne pas avoir peur de ces systèmes, c'est essentiel. Il faut aller vers plus de compréhension en fait, des capacités qu'ils ont. Et il faut les utiliser, je suis tout à fait d'accord. Il faut travailler sur cette collaboration humain-machine. Si je regarde un peu quel est le modèle là dans le système, ça serait un numérique associé à chaque fil bleu. Vous voyez, c'est des matrices de numérique. C'est tout. C'est ça la connaissance du système. Important de comprendre aussi que rien n'est dans la machine elle-même, c'est sur le cloud. Parce qu'on n'embarque pas tous les systèmes dans une machine. On va embarquer des systèmes intelligents sur les capteurs, peut-être, mais pas du tout les logiciels utilisés pour faire de la reconnaissance des formes, des objets, des personnes. Tout ça, c'est sur le cloud. Ça veut dire ailleurs. Ça veut dire qu'il n'y a pas de personnalité là-dedans, vraiment. Donc il faut vraiment distancier absolument ces machines. J'ai toujours mis ces deux photos côte à côte. D'un côté, la machine qui bat au jeu de Go des champions de Go. Et moi, je suis arrivée à parler dans les médias à peu près à ce moment-là, en 2016, parce qu'on m'invitait partout, et que mon sujet de recherche, l'apprentissage machine, les émotions, devenait le jeu de tout le monde. Et autant vous dire qu'il y avait un nombre de bêtises qui étaient dites à la minute, qui étaient assez intéressantes. Donc, ces machines ne sont pas affectives, elles n'ont pas d'émotion, même si certains savants, effectivement, voudraient aller vers une machinisation de l'humain. Pour l'instant, personne ne sait absolument ça. Et en tout cas, on n'est pas prêt de faire une machine qui ressente, qui ait du plaisir, du désir, des intentions, des intuitions, sans corps. Là, il faut relire les neuroscientifiques américains comme Antonio Damasio, qui explique très très bien que sans ressenti, sans corps, on ne fait pas d'intelligence humaine. On ne fait qu'une intelligence qui calcule. Et c'est extrêmement intéressant d'avoir une intelligence qui calcule. Alors j'ai eu la chance de rencontrer Fan Hui, qui est un jeune Chinois champion de Go, qui travaillait pour Google DeepMind, je ne sais pas s'il travaille encore, je l'ai rencontré il y a 2 ans, et il a eu la chance de regarder les logs. Alors pour les informaticiens, qu'est-ce que c'est les traces qu'a la machine en mémoire lorsqu'on fait tourner les programmes. Et donc en fait, je lui ai dit, quels sont ces coups magiques qu'a joué la machine? Et là, il m'a dit, en fait, elle développe plus loin que moi, sur plus de cas possibles en entrée. Effectivement, je ne pouvais pas le faire, mais j'ai appris beaucoup de cela. Et maintenant, je joue avec d'autres stratégies. Donc c'est ça qui est intéressant à comprendre. Et alors je vais quand même demander, mais vous anticipez, vous jouez à ces jeux, et combien de coups vous anticipez? Là, il m'a dit 50. Je dis, waouh, qu'est-ce qu'on fait? Mathsup, Mathsp pour faire ça? Non, il m'a dit go.
Donc il avait été repéré en Chine très très jeune, et il avait fait un grand nombre de parties de Go. Mais pas du tout autant que cette machine. Et sa dernière réflexion, c'était intéressant, c'était de dire, on a comparé en fait cette performance du jeu de Go en prenant un champion de course à pied, champion, et une usine très très optimisée, sans ingénieurs, par exemple, qui font une voiture, si je compare la voiture et celui qui court. On en est là. C'est absolument pas comparable. Et puis ce sont les humains qui font ces systèmes, ce sont les hommes qui ont inventé ces formules. Donc c'est brillant, mais c'est pas du tout angoissant. Et puis en plus, j'ai mis une pomme à côté, c'est pas pour dire que je fais de la pub pour Apple, c'est juste pour dire que le goût de la pomme, ben écoutez, la machine ne le connaîtra jamais. En tout cas, tant qu'elle sera une machine construite comme elle l'est à l'heure actuelle, donc une sécession de 0 et 1. Donc mon sujet de recherche, ce sont les agents conversationnels et les robots sociaux et surtout l'interaction vocale. Je vais vous montrer des petits exemples. Donc j'ai commencé à travailler dans des call centers, des centres d'appel, puis à travers des objets qui répondent, des enceintes. Là, j'ai des enceintes comme Google Home ou Alexa Amazon avec lesquelles je joue. Je vais vous montrer celle qui est développée au Japon, qui est assez intéressante sur la projection qu'on fait dessus, et puis quelques robots. Donc les robots sont déjà utilisés. Alors Buddy, moi j'ai jamais vu utiliser, mais par contre j'ai déjà vu cela. Nao auprès de personnes âgées dans des maisons de retraite. Nao avec des enfants autistes où l'enfant n'est pas en face à face avec la machine, mais parle à travers la machine, ce qui est aussi un médium. Et c'est aussi intéressant d'imaginer une triangulaire entre la famille, le robot, l'enfant, ou le personnel soignant si c'est sur une autre tâche. Paro, qui est un phoque qui réagit au toucher, à la voix, à la chaleur, est extrêmement utile pour beaucoup de gens qui sont très renfermés sur eux-mêmes. Moi, j'ai vu des réactions vraiment spectaculaires et surtout un intérêt des autres aussi auprès de la personne. Donc, ça crée du lien social autour de cet objet et de la personne. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est cet intérêt collectif, d'intelligence collective avec ces objets. C'est pas du face-à-face. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, donc, je travaille avec des fondations pour mettre des objets auprès de personnes âgées. Et l'idée, c'est de pouvoir les louer et les utiliser à plusieurs. C'est pas une personnification, c'est pas un deuxième moi, c'est pas mon moi miroir qui va m'emmener partout. Parce que ça, c'est un peu compliqué. Alors, je suis désolée de la qualité des slides. Je ne sais pas pourquoi ils sont devenus comme ça. Ils sont passés au lavage, on dirait. Bon, moi, c'est pas grave. En tout cas, qu'est-ce qu'un chatbot? Un chatbot, c'est donc un agent conversationnel. C'est trois grandes choses. Une capture du signal, reconnaissance de la parole, une analyse sémantique, et on n'est pas très avancé encore sur ces sujets-là, la gestion du dialogue, qui est encore assez scripté, génération de réponses, synthèse de la parole. En 1966, le premier chatbot, c'est Weizenbaum qui le fait au MIT et qui déjà se rend compte, alors qu'il simule avec son chatbot qui a entrée tactile, enfin on tape les phrases, on les dit pas, il se rend compte du fort pouvoir de manipulation de ces systèmes. En fait, comment ça marchait? Là, il simulait un psychothérapeute rogérien, c'est-à-dire quelqu'un qui vous renvoie vos mots. Donc avec un modèle de Markov, il était capable de prendre quels sont les mots que prononce la personne et de les redonner dans la gestion du tour de parole. Et quand la machine n'avait pas de quoi dire, elle disait « je vous comprends ». Et avec un système comme ça, on peut faire des choses très intelligentes. Alors qu'est-ce qu'un robot? C'est aussi une machine qui a trois éléments, des capteurs pour comprendre l'environnement dans lequel elle se trouve, des processeurs qui analysent ses paramètres, qui prennent des décisions, et des actionneurs qui lui permettent d'agir dans le monde réel. Alors on essaie de créer des robots qui seraient affectifs ou qui auraient une capacité de simuler l'affectif, c'est toujours ça qu'il faut avoir en tête. Et donc je suis dans ce domaine-là, mais je lutte vraiment parce que les robots ne comprennent pas les émotions, les robots n'ont pas d'émotions, et les robots ne font que simuler et utilisent des modèles que les humains ont faits. Donc ils n'ont pas de conatus au sens de Spinoza, il n'y a pas d'intériorité, de volonté de faire quelque chose, ils n'ont pas d'intuition ni d'intention. Et donc sur ces sujets, il faut être extrêmement vigilant. Le modèle, donc cette discipline s'appelle l'affective computing, c'est né dans les années 97 des travaux de Rosalind Picard au MIT. C'est quelqu'un que je connais bien avec qui je continue de travailler. Ces trois grands domaines, détecter les émotions des humains dans les indices acoustiques, donc le signal vocal, sur le faciès, ou alors le geste et la posture par exemple, ou la physio. Et nous ne sommes pas des animaux très prévisibles. Autant vous dire que la génération, par contre, d'émotions, je vous aime, vous êtes formidable, tout ça, c'est assez facile. Mais la détection de l'autre côté, c'est extrêmement complexe. Il y a une variabilité énorme qui est culturelle, qui est aussi liée à chaque personne, on parle d'idiosyncrasie, et c'est vraiment difficile de trouver des modèles génériques. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser ces systèmes, mais les concevoir de façon générique pour traiter les émotions, c'est très dangereux. Même sur la physio, je n'ai pas trouvé de golden
standard ou annotation. Je n'ai pas pu dire, ah ben ça c'est sûr, si je prends son rythme cardiaque, je sais qu'il est stressé. Eh bien non, il y a des gens qui sont plus ou moins stressés, c'est étonnant, mais on va trouver des animaux à sang chaud et à sang froid, et qui sont plus entraînés ou pas sur... S'il vous plaît, vous pouvez lancer la vidéo? Donc ça c'est au labo. Qu'est-ce qu'on fait avec ces systèmes? Il faut monter le son. Dans la voix. Grâce à elle, je peux déterminer progressivement ton profil émotionnel et adapter mon comportement. Plus tu me parleras, et plus le profil se stabilisera. D'accord, mais c'est une bonne nouvelle, ça, Nao. Tu as l'air assez sûr de toi, globalement assez satisfait, assez expansif, et tu as l'air assez posé, j'adopte donc un comportement amical. Tu as l'air peu sûr de toi, globalement très insatisfait, très réservé, et tu as l'air très posé, j'adopte donc un comportement directif. D'accord. En situation réelle, Nao ne décrira pas à haute voix son analyse. Il ne le fait bien sûr que pour l'exercice. Bon, ça, c'est pour vous faire prendre conscience qu'en fait, détection des émotions, ça veut dire quoi? On peut le prendre à l'instant T, T plus 1, etc., dans le dialogue. Et puis derrière, eh bien, on va construire des profils. Et qu'est-ce qu'on met dans le profil? On n'en sait rien. Tout ça est très opaque. C'était pour vous donner une impression de ce que ça peut être derrière et l'influence que ça peut avoir sur les personnes. Autre exemple aux États-Unis, donc multimodal. Vous allez voir, là, c'est fait par des collègues. Et c'est assez impressionnant. Et les RH s'intéressent, par exemple, à ce genre d'outils pour aller détecter les failles chez Thanks for coming in today. I was created to talk to people in a safe and secure environment. Donc là, on I'm not a traque therapist, but I'm here to learn gaze, about donc people and would love to learn le about regard, you. la I'll ask a few posture, questions to get us la voix started. aussi. And please feel free to tell me anything. Your answers are totally confidential. Are you okay with this? Yes, Donc là, il a un So, peu hésité. how are you doing today? I'm doing well. That's good. Where are you from originally? I'm from Los Angeles. Oh, I'm from LA myself. When was the last time you felt really happy? When was the last time? I don't know. Bon, je vous passe, il y en a plein comme ça. Il faut faire très attention avec ces systèmes parce qu'on ne sait pas comment on va les encadrer et qu'est-ce qu'ils auront comme impact sur les différentes personnes. Et je veux insister sur ce point-là qui est l'anthropomorphisme. C'est-à-dire que ces objets qui sont autour de nous, qui bougent et qui vont nous parler, qui vont peut-être en plus nous dire qu'on est formidable, ils risquent d'avoir un impact fort sur notre façon de vivre socialement. Et donc, on a tendance à anthropomorphiser ces machines. Alors, je vous donne 2-3 anecdotes. Les aspirateurs, vous voyez, le premier robot qui arrive dans les familles. Alors déjà, une chose, on n'imaginait pas qu'il pourrait y avoir un effet secondaire, les adolescents rangent. Parce qu'il y a un robot qui fait le ménage et plus le papa ou la maman. Bizarre. Mais il y a d'autres choses. Si votre robot est cassé, il y a des gens qui reviennent chez Darty et qui disent « je veux le même ». Parce qu'il connaît ma maison. Et parce qu'il a un nom. De la même façon, on a vu donc des robots démineurs qui étaient des drones terrestres qui sont utilisés par les militaires pour détecter les mines dans les champs. Eh bien, ils se sont attachés à ces robots qui, effectivement, sont extrêmement utiles. Et quand ils sont tout dézingués, là, ils leur mettent des médailles de guerre, ils les enterrent. Enfin, donc ces simulacres d'attachement avec ces machines sont tout à fait possibles. Alors, plus on va aller vers des machines qui vont nous ressembler, voilà, le professeur Ishiguro, que je connais bien, qui est professeur à Kyoto, qui s'est cloné lui-même. Hein. C'est un géminoïde, c'est un jumeau robotique humanoïde d'une personne. Donc celui qui a les écouteurs, c'est le faux, si vous aviez une ambiguïté. À côté, j'ai mis la vallée de l'étrange, c'est-à-dire qu'on va aller jusqu'à un certain pic, à un moment donné, de ressemblance, on va dire, oula, il y a un truc troublant. Si je fais un peu de neurosciences, je vois même que dans mon cerveau, il y a des tas de zones allumées par rapport à voir un robot R2D2 ou voir un humain. Et donc, effectivement, qu'est-ce qui se passe après le pic? En général, ça chute, on n'en veut plus, c'est horrible, c'est un cyborg, et on ne veut plus de cet objet. Alors, je voudrais aussi alerter sur autre chose. Hanson Robotics, vous connaissez ce robot maintenant? Vous l'avez vu? Eh bien, j'ai trouvé que c'était détestable pour la communauté scientifique de voir cette machine présentée à l'ONU, qui donnait des conseils sur l'humanité. Elle était présentée donc en novembre 2017, ou octobre 2017, et je ne comprends pas. C'est comme si on avait le PDG, M. Hanson, qui serait sur place et qui parlerait aux politiques de les aider dans leur humanité, quoi.
Donc c'est quelque chose de terrifiant. C'est prescripté, ce genre de système. C'est absolument pas intelligent dans le sens où il n'y a pas d'intuition, il n'y a pas d'intention. Et on le présente quand même comme étant une entité numérique qui pourrait avoir, peut-être, allons jusqu'au bout, puisque c'est aussi des idées qui sont dans le vent et qui sont détestables aussi, qui sont de leur donner une personnalité juridique. C'est une entité qui serait responsable de ses actes. Non, mais... Et d'ailleurs, cette chose, Hanson Robotics, Sophia, elle est citoyenne d'Arabie Saoudite. Donc si on connaît un peu le statut des femmes en Arabie Saoudite, elles portent un voile, elles ont un habit spécifique, cette machine n'en a pas. Elle a aussi la citoyenneté, il y a des tas d'émigrés qui vivent là-bas qui ne l'ont pas. Donc il faut faire très attention. Je continue avec ceci pour vous alerter. Alors, vous allez dire, c'est au Japon. Au Japon, donc on n'a pas seulement Google Home ou Alexa Amazon, mais on a la fée clochette. Donc ça, c'est une publicité, c'est déjà vendu. Alors mon chéri, il pleut, prends ton parapluie. Voilà. Ce qui est horrible, c'est pas seulement à la maison, ça continue. Donc l'objet envoie des textos toute la journée. Donc je peux imaginer que c'est mon petit ami, ma petite copine ou mon papa qui est décédé. C'est un Tamagotchi exactement pour adultes. Avec peut-être un robot sexuel sous le lit, parce que ça aussi c'est montant. Donc je dis juste qu'est-ce qu'on va faire avec ces objets si on ne contrôle pas ce côté projection sur les machines et puis interaction avec ces machines dans l'affect, quoi. Quel attachement on va avoir avec ces objets? Alors, est-ce que c'est des objets traditionnels comme les ours en peluche pour les enfants? Est-ce que, je sais qu'au Japon, par exemple, on fait des robots comme ça qui vont être dépendants, qui vont être fragiles. Comme ça, on a envie de les aider. Donc voilà, ça c'est intéressant de mimicry. C'est pas très cher, hein. Ça collecte toutes vos données comme Google Home ou Alexa Amazon, qui sont pas chers du tout, hein. Voilà. Est-ce que le futur de notre humanité, c'est parler à des objets qui ne comprennent rien, avec collecte derrière de toutes les données par des GAFA ou des grands groupes ou des... Voilà. Donc je pense que c'est urgent quand même de se préoccuper de tout ça. Ça s'appelle Getbox. Autre urgence, c'est... moi j'ai des étudiants à la Sorbonne qui sont de toute culture. Et puis je disais, attention, on surveille beaucoup en Chine et il y a des problèmes qu'on peut trouver dans la rue, plein de vidéos qui vous repèrent. Et quand vous ne traversez pas dans les clous, vous êtes affiché dans un grand écran avec marqué votre nom en dessous. Alors il y a un jeune qui me regarde et me dit, mais moi j'habite à Shanghai. Non, hein, ça n'existe pas. Hein. Ah bon, bah, moi on m'a dit que, parce que je connais un professeur qui s'appelle François Fogelman qui revient de Chine après avoir passé 3 ans là-bas, qui dit bah si, ça existe. Donc le soir même, à minuit, je reçois cela. Il me dit ah bah oui, je suis désolé, je ne suis pas retournée chez moi depuis 1 an et demi et il y a des caméras partout. Donc le code moral qui prend des informations sur vous, sur Internet ou dans la rue, dans vos comportements et tout, et qui vous donne une note, c'est un peu Black Mirror. On n'est pas loin. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne peuvent plus prendre l'avion, qui ne peuvent plus se déplacer comme ils veulent, donc moins de liberté. Et puis aussi les conséquences sociales qui sont de temps en temps aberrantes. Parce que donc Françoise disait, il y a un jeune qui avait réussi son concours pour entrer en médecine et finalement été refusé parce que le papa peut payer des taxes. Donc on va voir des aberrations comme celle-là. Est-ce que c'est ça qu'on veut demain? Donc j'insiste sur... je pense que l'IA, c'est un formidable outil de meilleure connaissance de nous-mêmes, de meilleur usage pour énormément de choses, à condition d'avoir un niveau suffisant de surveillance. Et donc il faut surveiller évidemment le piratage, la prise de contrôle. Il faut surveiller en continu le recueil de ces données. Qu'est-ce que la vie privée, l'identité, qu'est-ce qu'on peut finalement avoir un droit d'annulation de consentement, comment ça marche? Le contrôle des machines auto-apprenantes. Vous vous rappelez de Ty de Microsoft qui a été mis sur Twitter, un agent conversationnel? Eh bien, il avait appris au bout de 24 heures à tenir des propos nazis. Comment ça s'était passé? Donc, il y avait une capacité d'apprentissage du langage par cette machine et on lui avait mis en fait dans un système d'apprentissage dit par mérite, apprentissage par essai-erreur qui s'appelle un apprentissage par renforcement. On lui a mis des mesures qui étaient, plus la personne s'engage, plus c'est intéressant comme sujet. Donc elle a appris, cette machine toute seule, que
parler, injurier et tenir des propos non politiquement corrects, ça fait parler les gens. Waouh, formidable, hein. Et donc, au bout de 24 heures, ils l'ont évidemment éliminé. Mais ça montre que si la machine a cette capacité d'apprendre de nous, il faut la contrôler, où il y a une co-responsabilité, en tout cas, entre la personne qui qui a conçu le système, qui l'a mis dans un certain état, et l'adaptation de cette machine avec la personne qui l'utilise. Donc ça, c'est extrêmement important. On a fait tout un rapport à la CERNA là-dessus, que j'ai piloté, sur l'apprentissage machine, les biais d'algorithmes. Vous trouvez ça, vous tapez CERNA, vous avez plein de petits fascicules extrêmement utiles, très concis, avec des préconisations, et à mon avis, ça serait bien de regarder. Déshumanisation, l'isolement, je pense que vous avez vu ça à travers le petit film que je montrais. Sur les armes létales, je ne vais pas revenir, ce n'est pas mon domaine. Le remplacement des hommes par des machines apprenantes dans des mondes métiers, c'est un vrai sujet que je ne vais pas aborder. Le clivage dans la société entre ceux qui ont accès à la techno et ceux qui n'ont pas accès, c'est aussi un vrai sujet de société, ce n'est pas mon sujet. Les machines apprenantes plus intelligentes que l'homme, oui, elles sont plus performantes que nous sur des calculs. Oui, elles sont plus performantes que nous, peut-être perceptivement, sur certains aspects. Je ne sais pas si vous vous rappelez, moi quand j'étais jeune, on me disait il faut apprendre parce que ça stimule ton cerveau, parce qu'on n'utilise pas tout son cerveau. Belle erreur. On sait maintenant qu'on utilise tout, mais on est conscient de très peu. Et du coup, en fait, il y a énormément de perceptions qui nous échappent, on ne sait pas qu'est-ce qui est mis en œuvre, et si les machines deviennent, elles, plus conscientes de ces aspects perceptifs, plus conscientes de nos biais que nous-mêmes, c'est une certaine intelligence. Après ça, les Google Home ne sont pas intelligents. J'ai joué, par exemple, avec ni les Buddy, ni tous ces systèmes qui existent pour l'instant. Moi, j'ai joué avec Google Home en lui disant, voilà, je suis triste. Je m'intéresse aux émotions, je teste ces systèmes. J'ai dit à la machine, je suis triste. Elle m'a répondu, oh là là, ma pauvre, vous êtes triste. Je lui ai dit 2 fois, je suis triste. Il m'a posé une autre réponse, 3 fois, encore une autre réponse, 4 fois, une autre réponse. À la 5e, pouf, c'était la première. Là, j'étais assez rassurée. Je me suis dit, tiens, c'est un système de dialogue de base. Il prend une séquence de réponses possibles, c'est même pas aléatoire, et il me rebalance la même chose. Et après, dans ses réponses, il me disait, si j'avais des bras, je pourrais, enfin, je sais pas quoi, je regarde le truc, non, il n'y a pas de bras, non. Et je lui dis, bon, d'accord, pour les bras. Et là, il me dit, des bras en plus, déménageurs à côté de chez vous. Donc ça, par contre, il sait très bien faire, il sait vous situer, et il sait vous proposer proactivement des choses autour de vous. Donc il est important de parler d'éthique, de réguler, et je pense qu'en poussant à la fois l'intelligence artificielle avec conscience de ces risques, on ira beaucoup plus loin, et on nous envie cela aux États-Unis. Alors, ceci dit, ils sont en avance par rapport à nous, pour certains points. Je vais vous donner cela maintenant. C'est que, par exemple, eh bien, dans la CERNA, on a un certain nombre de règles qui ont été écrites de préconisation. Et on avait dit, par exemple, essayons, je ne vais pas toutes les donner, j'en donne une, essayons d'avoir une délimitation franche entre ce qui est vivant et ce qui n'est pas vivant. Une frontière. Vous savez, Google avait fait un système qui parlait avec une voix humaine, et la personne en face qui répondait ne savait pas si c'était un humain ou une machine. Eh bien, en Californie, il y a une loi qui vient de passer fin 2018, qui sera active là, ce premier semestre 2019, pour obliger les concepteurs de ces systèmes, et en Californie, il y a plein de GAFA quand même, à faire en sorte que leur système explique qu'ils sont des machines. Et je trouve ça assez sain d'arriver à cela. Alors, suivons les bonnes idées, elles viennent souvent de Californie, mais il faut être à l'écoute. Parce que j'ai rien contre faire des grands pamphlets et des grands rapports, mais ça, il y en a partout. Et pour l'instant, je ne vois pas bien avancer les choses dans ce sens-là. Donc je pense qu'en allant sur des points particuliers, c'est plus intéressant. Donc je suis impliquée dans I3E, donc cette initiative sur l'éthique des machines autonomes. Il y a 4 leviers importants. Éduquer. Et je pense que c'est fondamental. Et éduquer dès la petite enfance aussi, pour qu'il y ait moins de discrimination entre les filles et les garçons. Parce que si je fais une petite brève, 80% de ces systèmes sont conçus par des garçons ou des hommes, blancs de 40 ans, moins de 40 ans. Je ne vais pas reprendre ceux-là, vous savez très bien de quoi je parle. Et 80% des systèmes qu'on fait ont des noms féminins, ont des corps féminins, ont des mimiques féminines, sont assistants et sont subalternes. Donc je pense que toutes les femmes devraient prendre conscience de cela. Quand on fait de l'IA, on ne fait pas seulement des mathématiques, mais c'est intéressant aussi les mathématiques de toute façon. On fait aussi un peu il y a d'autres aspects applicatifs. Et dans cette éthique appliquée ou dans ce développement d'applications, il y a énormément de choses extrêmement utiles. Pourquoi on ne va pas dans la créativité utile, écologique aussi, parce que la blockchain, ça dépense aussi beaucoup d'énergie. Vous n'en avez pas beaucoup parlé. Bon, mais non, mais c'est
C'est des vrais soucis. Donc, deuxième point, essayer de comprendre ces règles éthiques, surtout ne pas les mettre dans les machines. Parce que ça veut dire que là, la machine a une espèce de vision morale des choses, ça veut dire que quelqu'un a mis des règles, et c'est cette personne-là qui est responsable. La machine n'est en rien responsable par elle-même. Mettre en œuvre des outils pour vérifier des comportements des machines, des audits autour des machines, de l'évaluation, ça c'est le vrai challenge. On devrait avoir un DARPA, nous, en Europe. C'est aussi un des objectifs, j'espère, de votre labo à la BPI. Ensuite, avoir un ensemble de réglementations juridiques. Je pense qu'il faut y aller pointu. Moi, je travaille par exemple avec des assurances sur le commun. Quels sont les communs qui vont rester en IA? Si on fait des systèmes qui sont trop adaptés à chaque individu, comment on va créer du lien et comment on aura des assurances pour tous? C'est un vrai sujet. Et donc, je travaille sur un groupe particulier. Au départ, c'était sur l'affective computing. Et on m'a demandé de gérer un groupe sur les standards et les normes de ces systèmes qui nudge. Alors, qu'est-ce que c'est que le nudge? Coup de pouce, ça veut dire. Donc, c'est difficile à traduire. C'est une incitation, pour être le plus proche. C'est une manipulation douce. C'est en fait une méthode destinée à orienter les comportements sans jamais contraindre ni culpabiliser les individus. Très utilisée en marketing, en pub et par les politiques. Que vont faire ces machines? Eh bien, elles vont nudger continuellement. Parce qu'elles vont pouvoir tout à fait décrypter dans quel état émotionnel on est. Et ces systèmes risquent de faire ça alors pour notre bien-être dans la société, pour moins manger, pour être plus dynamique, pour faire plus de sport, très bien. Mais ça peut aller un peu plus loin. J'espère que vous avez entendu ce que je vous ai montré avec des robots auprès de personnes âgées. Est-ce qu'on veut que ces systèmes, par exemple, insistent? Jusqu'à quel point d'insistance on va pouvoir tolérer des machines? Est-ce que si la machine a compris des choses de nos biais cognitifs, on a des biais de mémorisation, d'attention, de perception, de décision, et on n'est pas tellement armé, en fait, pour les comprendre. Alors, faites un peu de marketing pour voir jusqu'où ça va. Il y en a énormément. Je donne un exemple parce que c'est relatif à ce que vous donniez. Quand vous réservez un hôtel sur Internet, eh bien, en ce moment, il y a une petite ligne rouge qui est dessous qui dit « 52 autres personnes sont en train de regarder l'hôtel. Il ne reste plus qu'une chambre. Boum, je l'ai pris, c'est moi. » Voilà. À force d'être poussé comme ça, donc c'est juste une visualisation différente, on va être poussé à faire des actes qu'on n'a pas forcément envie de faire. Et le premier nudge, c'est le choix par défaut. Parce que, par exemple, on ne donnait pas son corps à la médecine jusqu'à ce qu'on change. On dit maintenant, si vous ne voulez pas donner votre corps à la médecine, dites-le. Ah ben maintenant, tout le monde est humaniste et donne son corps à la médecine. Donc, il faut faire attention à des choses extrêmement bénéfiques qu'on peut faire, d'autres moins. On a monté un projet à Data IA. Je parle beaucoup aussi d'éthique dans le Hub Francia. Il y a énormément d'endroits où il faut regarder ce qui se passe sur ces objectifs. On essaie de pousser à avoir des projets avec des industriels sur ces sujets pour aller plus vite et pour que vous soyez plus créatifs, novateurs devant tout le marché qui va arriver des États-Unis. Et donc, à Data IA, on a un projet qui s'appelle Bad Nudge, Bad Robot, dans l'idée donc de travailler sur à la fois savoir nudger, et je vous assure que moi, je fais des systèmes où ils rigolent, vous avez vu, ils font des blagues, les robots, et les gens racontent leur vie. Donc, ils donnent des données privées facilement. Avec des enfants, ça va être pareil. Avec des personnes âgées, je ne sais pas où on va. Mais est-ce que demain, on va tolérer finalement ces systèmes qui vont aller nous chercher plein d'informations qui n'ont rien à voir avec leur fonction? Donc, c'est urgent de travailler sur ces capacités de machines qui sont transparentes, plus transparentes, pour que les gens s'approprient ces systèmes, soient moins en dépendance des machines demain. Sinon, on va un petit peu dans le mur. J'avais fini ce livre qui commence par une petite fiction. J'ai eu un burn-out en 2025, et donc on m'a prescrit un robot. Et donc mon robot, il interagit avec d'autres robots, et j'apprends ça par hasard. Donc il y a tout un tas de trucs de bon sens sur comment on va utiliser ces machines en collectivité, dans l'environnement. Et j'avais proposé donc un ensemble de règles, de commandements autour des données privées, du droit à l'oubli, qu'est-ce que c'est que l'explicabilité, la loyauté, etc., risque de confusion, pour essayer de pousser. Donc je vous encourage à lire ceci, c'est facile, vous le donnez à vos ados aussi. Il faut absolument qu'on travaille sur l'éducation des jeunes autour de ces machines. Et puis, si j'ai encore une toute petite minute, je fais une histoire. J'aime bien finir par des histoires. Alors, je m'appelle Igor. Vous voulez bien que je change de sexe? Bon, allez. Je m'appelle Igor, je rentre du ski dans ma voiture, qui est une voiture, un vrai bolide. Et en fait, c'est une voiture autonome. Mais bon, moi, j'aime bien conduire, donc je continue à conduire. Et donc, il y a de la neige partout, c'est le soir. Et donc, la voiture, c'est moi qui la conduis. Et d'un seul coup, dans la nuit noire, un chat noir passe devant. Mais heureusement, elle est autonome, donc elle freine, elle. Ouf, j'ai pas eu d'accident. Un peu stressée par cette...
cette idée d'avoir cet accident avec ce pauvre chat qui passait, j'appelle la maison et je dis, bon, bah alors, voilà, je vais rentrer. Alors déjà, la maison, je l'appelle et la maison répond, hein, puisque c'est le téléphone, elle répond forcément, la maison de demain. Et donc, elle s'intéresse à monter le chauffage et elle dit à l'aspirateur de refaire un tour dans la pièce aussi, pour que ça soit très clean quand j'arrive. Et puis, je lui dis, mais est-ce qu'il y a quelque chose à manger? Donc là, elle interroge le frigo. Le frigo, il sait très bien ce qu'il y a à manger. Il peut préparer le menu du soir. Il regarde le frigo, il dit, il n'y a que du champagne. Ah bon. Donc tout ça revient. Donc je dis, bon, bah, s'il y a que du champagne, il faudra appeler un traiteur. C'est ce que la machine m'a proposé aussi. J'ai appelé ma femme. Alors ma femme, elle est en congrès, et donc elle n'est pas là, elle ne répond pas. Mais son téléphone, c'est tout à fait ce qu'elle a mangé ces derniers temps. Donc tout ça papote entre eux et décide de commander des sushis. Formidable. Je rentre chez moi, j'arrive, un peu stressée. Qu'est-ce que je fais? J'ouvre la porte, je plante la voiture, je vais au frigo, je prends le champagne, je prends une coupe, poum, et je bois mon champagne. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une puce sous-cutanée parce que je suis diabétique. Et là, poum, ça se déclenche. Mon téléphone vibre. Le téléphone qui est à côté à la maison, mon téléphone aussi, je décroche, c'est mon frère qui me surveille et qui me dit, mais enfin, tu bois? Je dis, ah là 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 là, bon, clac, je referme, du coup, je prends une deuxième coupe, toc. Je me dis, tiens, mais alors, qui c'est d'autre? Alors, je vais dehors, je me dis, tiens, je vais rentrer la voiture au garage, elle ne démarre plus. Mon assureur, il est aussi au courant. Je reviens chez moi, et là, il y a mon majordome, hein, qui est un robot aussi. Hein, il arrive, c'est un Buddy, plus grand, parce que Buddy, il est comme ça. Donc là, c'est un majordome comme ça. Il arrive, et puis il dit, on vient de sonner à la porte, je vais chercher les sushis. Alors il y va, donc c'est un drone qui est arrivé, il a déposé la boîte. Donc lui, il prend la boîte, il arrive à la maison, et il me regarde, il fait, vous savez, monsieur, il faut manger quand on a bu. Ah bah lui aussi, il est au courant. Donc d'un seul coup, il y a ma femme qui arrive, alors elle a une tête comme ça, donc je me dis, ça y est, elle est aussi au courant, quelle horreur. Et là, le robot se retourne devant moi, mon robot majordome, et il me dit, voilà, ça fait 3 soirs que vous buvez tout seul. Ce mois-ci, j'ai pris rendez-vous avec votre médecin demain matin, à 9h. Qui a cafeté, à votre avis? Peut-être l'aspirateur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Igor de Villers. Merci. C'était très impressionnant. J'avais prévenu que ça serait passionnant. Voilà, c'était vraiment passionnant et un peu parfois effrayant, mais aussi c'est plein d'espoir. Oui, on se rend compte que la différence qui nous sépare de cet oxymore intelligence artificielle de nos cerveaux, finalement, cette différence-là, elle fait que nous serons complémentaires. Et finalement, oui, l'acceptabilité, elle nous appartient encore. Si on n'est pas bluffé par les machines. Il ne faut pas se... Oui. Donc il va falloir monter en compétence sur la compréhension de ce que sont ces machines. Mais vous savez, quand vous parliez, ça m'a fait penser à une expérience. J'ai proche de moi quelqu'un qui, quand il change de téléphone, dit « j'ai changé de bébé ». Ça me fait très très peur. Ah mais ça, on projette sur ces machines de façon effrayante. C'est clair, c'est clair. Mais c'est aussi normal parce qu'on est des animaux sociaux et on a besoin de communiquer avec les autres. Et notre intelligence collective, en fait, c'est ça qu'il faut imaginer. Ouais. Elle naît de ces interactions et ces machines pourraient nous aider à être encore plus intelligents. Sans doute. Et construire. Franchement, la créativité qu'on peut avoir avec ces machines est formidable. Là, j'étais à un jury entre designers et scientifiques, de jeunes. Donc, c'était des scientifiques, des centraliens, polytechniciens qui ont travaillé avec des designers, des Strait College. Bon, c'était à Paris, donc je parle des boîtes de ce qu'on a à Paris. Ils présentaient ça donc, au Palais de la Découverte. C'était exceptionnel. D'idées, de bonnes idées, avec ce retour un peu sur l'éthique. Le premier, en tout cas, projet qui a gagné, il s'appelle Prism. Et l'idée, c'est de... Sur votre téléphone, vous avez un nouvel outil qui regarde un peu les news et qui vous ramène, en fait, d'où les news ont été dites, comment elles sont corrélées, qu'est-ce qu'on dit à l'étranger sur un sujet. Et donc, c'est une espèce de plateforme qui rend visible les choses plutôt que de suivre une seule voie. Et donc, vous rend un peu plus... Ça rend plus facile la compréhension de ce que c'est que les fake news. Laurence Igor de Villers, merci encore. Je vous avais dit qu'elle était passionnante. Je vous rends à la salle. Il est l'heure de conclure. Il est l'heure de conclure cette journée, cette première journée. À mon avis, qu'il y en appelle, enfin, en tout cas, je l'espère, qu'il y en appelle d'autres. Et vu l'affluence pendant toute la journée, je pense que ça s'impose. Je vais demander à Christophe Galichon, qui est directeur des opérations et de la rédaction de Sud-Ouest, de me rejoindre, ainsi que Grégoire Maes du groupe Suez, qui, ouais, il faut que je le dise parce que vous ne le direz pas, mais l'idée est quand même un petit peu sortie de votre cerveau, hein, justement. Et ce n'est pas une intelligence artificielle qui a créé cet événement d'ailleurs. Non, c'est de l'intelligence humaine. Voilà, c'est une rencontre de 2 personnes qui ont eu cette idée et en effet, Sud-Ouest et Suez ont pu lancer cet événement. Bon, alors en conclusion, qu'est-ce que vous retirez de cette journée très riche, très assommé, mais c'était effectivement très riche. Je voudrais juste très brièvement remercier l'ensemble de nos partenaires, de tirer un grand coup de chapeau à Grégoire, toute son équipe, l'équipe du LIR, l'Université de Bordeaux, tous ceux, la région,
les grands partenaires qui nous ont accompagnés. Ça a été beaucoup de travail, mais c'est vraiment un bonheur de travailler comme ça pour un résultat qui nous réjouit. On va digérer encore une fois. Vous allez retrouver tous les contenus à la fois sur nos supports Sud-Ouest, papier, numérique, dès aujourd'hui et demain matin dans la version papier. Les captations également pour reprendre les ateliers, etc., seront disponibles sur la chaîne YouTube de Naya. Et je nous donne rendez-vous dans un an pour une nouvelle édition. On va faire en sorte qu'elle soit tout aussi soutenue et ambitieuse. Mais merci à tous et merci aux derniers vétérans pour votre patience parce qu'effectivement, c'est exigeant, mais c'était bon. Oui, c'est vrai. C'était passionnant. Grégoire, un petit mot? Oui, juste aussi pour tous vous remercier. Ceux qui sont encore là, bravo, aux courageux. Je regrette qu'il y en ait un certain nombre qui soient partis un peu trop tôt parce que jusqu'au bout, on a été tenus en haleine. Donc un grand merci pour votre présence. Merci beaucoup à l'ensemble des intervenants, ceux qui sont intervenus ici sur cette scène, mais aussi dans les différents ateliers. Et puis un grand merci aux partenaires, bien sûr Sud-Ouest, la région, l'université et puis l'ensemble des autres partenaires qui ont soutenu ce projet. Et puis en effet maintenant, l'année prochaine, voilà, c'est le nouveau projet, c'est l'année prochaine. Naya 2. Saison 2. On va tous s'y mettre. Parmi les coups de chapeau également, je vais remercier les équipes de Côte-Ouest qui ont fait du super boulot. Donc bravo à vous. Les équipes de la régie Sud-Ouest Publicité qui ont mouillé la chemise également, bravo à vous. Guillaume Vasse qui a fait un travail également remarquable sur la programmation, bravo à toi. Et donc à l'année prochaine. Merci Pascal. À l'année prochaine donc, hein, rendez-vous est pris. Bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée.